Bienvenue sur la chaîne Infographie. Aujourd'hui, nous discuterons de l'infographie intitulée « Les entreprises familiales en part du PIB », publiée par Visual Capitalist et préparée par Dorothy Neufeld et Sabrina Lam sur la base des données de Tarawa, du Fonds monétaire international et de Fortune. Graphique publié fin 2023. Dans la deuxième partie du matériel, nous présenterons les 10 plus anciennes entreprises du monde. Cela vaut la peine de regarder ce matériel jusqu'à la fin. Les auteurs nous informent que dans le monde, 90% des entreprises sont des entreprises familiales. Ils constituent un facteur clé de la croissance économique, créant des millions d'emplois. Malheureusement, aucun critère n'était prévu pour reconnaître une entreprise donnée comme une entreprise familiale. Il convient de noter ici qu'il existe de nombreuses définitions. Nous comprenons intuitivement qu'une entreprise familiale est une entreprise contrôlée par son fondateur ou ses proches dans la première génération ou dans les générations suivantes. Il existe cependant de nombreuses définitions. Des exemples sont donnés dans la publication de Daniel van der Vliet, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Avant de discuter de l'infographie, je voudrais faire 2 commentaires techniques. Premièrement, la liste montre des pays aléatoires. Ce ne sont pas des pays où la part des entreprises familiales dans le PIB est la plus importante, et ils ne sont en aucun cas particulier. Les auteurs ont choisi ces pays selon leurs propres critères, dont nous ne savons rien. Deuxièmement, l'infographie ne montre pas le nombre d'entreprises familiales dans les pays sélectionnés. Le pourcentage du PIB généré par les entreprises familiales dans un pays donné est présenté. La valeur de ce PIB en dollars américains est également indiquée. Si nous disposions de données pour tous les pays, il nous serait certainement plus facile de faire des observations plus analytiques et comparatives. Mais nous comptons sur ce que nous avons. La nature des infographies nous permet uniquement de faire des déclarations générales. Regardons l'Inde, d'abord en partant de la gauche, où les entreprises familiales représentent près de 80% du PIB. Les auteurs notent que les entreprises familiales incluent même le plus grand conglomérat indien en termes de capitalisation, Reliance Industries. Aujourd'hui, Reliance Industries est considérée comme la plus grande entreprise familiale au monde. Grâce à cette mention, on se rend compte que les entreprises familiales ne sont pas seulement de petites entreprises, mais aussi de gigantesques mastodontes, dont les rênes sont tenues par le fondateur ou sa famille. Parmi d'autres exemples d'entreprises familiales figure la plus grande chaîne de supermarchés des États-Unis, Walmart. Le géant automobile allemand Volkswagen est le plus grand fabricant mondial de produits de luxe, Moet Hennessy Louis Vuitton. Encore une petite anecdote sur le marché indien. Il était une fois un ami indien qui étudiait en Europe m'a dit que son père avait créé une banque locale dans la région d'Ahmedabad sur la base du capital qu'il avait accumulé en maintenant une liste d'attente pour une banque locale existante. Il y avait tellement de gens qui faisaient la queue que tenir une liste d'attente a permis, après quelques années, de réunir suffisamment de capitaux pour ouvrir une agence compétitive et octroyer leurs propres prêts. Ceci est un exemple de la façon dont vous pouvez développer une entreprise en Inde en fonction de la plus grande population du monde. Nous voyons ensuite 5 pays où les entreprises familiales génèrent environ 70% du PIB. Parmi eux, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni et le Portugal, c'est-à-dire la vieille Europe. Une histoire économique ininterrompue depuis des siècles, des fortunes construites pendant la gloire coloniale. Tout cela se retrouve chez certaines entreprises familiales opérant sur ces marchés. Mais il y a aussi le Mexique. Il est difficile d'analyser dans cet échantillon aléatoire et restreint si le Mexique obtient les mêmes résultats que l'Espagne en raison de son influence au cours des siècles passés. Je vois un point commun entre ces 5 pays. Eh bien, lorsque je me promène dans les rues des villes et des métropoles locales, avec des commerces de rue tels que des magasins, des restaurants et des petits établissements de services, je constate la stabilité résultant de la tradition du shopping des habitants locaux. Cela s'applique particulièrement aux bâtiments anciens, plutôt qu'aux lotissements les plus récents. Forte densité de petits locaux. En Pologne, par exemple, la densité des supermarchés des plus grandes chaînes de vente au détail est si élevée qu'il n'est pratiquement pas rentable d'exploiter de petites épiceries, souvent des entreprises familiales, dans la plupart des localités. Cela ne signifie pas toujours que le phénomène mentionné ci-dessus réduira la part des entreprises familiales dans le PIB d'un pays donné, car parmi les plus grandes chaînes d'épiceries, il y a aussi des entreprises familiales, par exemple Lidl ou Walmart mentionnés ci-dessus. De plus, le phénomène de franchise permet aux entreprises familiales de gérer différents types d'entreprises sous une marque achetée. Canada 60%. Un résultat intermédiaire entre la vieille Europe et le groupe suivant. La seule observation que je fais est que le Canada, à mon avis subjectif, semble avoir un caractère légèrement plus européen que les USA, mais il est néanmoins plus américain qu'européen.
Notons que la valeur de l'indicateur analysé place le Canada entre les pays de la vieille Europe et les États-Unis, mais plus près de ces derniers. Le groupe de pays suivant comprend 3 pays dans lesquels les entreprises familiales génèrent environ 50% du PIB, les États-Unis 54%, la Chine 51%, l'Allemagne 49%. C'est un groupe intéressant en raison des valeurs atteintes. Ce sont les 3 économies les plus puissantes du monde. Et dans chacune d'elles, la moitié du PIB est générée par des entreprises familiales, et l'autre moitié par des entreprises ayant une structure de propriété différente. Il me vient à l'esprit que les économies qui fonctionnent le plus efficacement sont celles qui disposent d'entreprises puissantes opérant à l'échelle mondiale et qui créent de bonnes conditions pour le développement des entreprises familiales. Je suppose que l'environnement juridique et la culture d'entreprise qui permettent la transformation d'entreprises familiales en organisations gérées par des personnes sans lien de parenté avec le fondateur sont également importants. Dans le même temps, ces résultats peuvent indiquer que statistiquement, les entreprises dirigées par des personnes sans lien avec la famille du propriétaire fonctionnent plus efficacement. S'il en était autrement, dans ces 3 économies, les entreprises familiales seraient responsables d'une part plus importante de la génération du PIB. Je ferai ici une note technique. En voyant côte à côte les 3 économies les plus fortes du monde, j'essaie de remarquer des tendances, mais sans garantir qu'elles seront exactes. Si nous avions une liste de tous les pays, il s'avérerait certainement que les entreprises familiales génèrent également environ 50% du PIB dans des pays qui ne sont pas des puissances économiques mondiales. Que cette observation nous fasse prendre conscience à quel point l'exposition des données sélectionnées peut influencer les conclusions tirées. Viennent ensuite 2 pays où les entreprises familiales représentent 40% du PIB, l'Équateur d'Amérique du Sud et les Émirats arabes unis du Moyen-Orient. Des localisations différentes. Un point commun, les exportations d'hydrocarbures constituent leur position dominante à l'exportation, respectivement 40% et 77%, et influencent ainsi le PIB. Je ne connais pas les chiffres pour l'Équateur, mais pour les Émirats arabes unis, c'est environ 30% du PIB. Les entreprises du secteur des hydrocarbures sont généralement de grands conglomérats et ne sont pas toujours familiales. Un autre pays présenté dans l'infographie est les Pays-Bas, où 25% du PIB est généré par les entreprises familiales. Il s'agit d'une valeur très faible par rapport aux autres pays européens de ce classement, d'autant plus que les Pays-Bas sont également un pays avec des siècles de continuité économique. Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles les entreprises familiales néerlandaises ne représentent qu'un quart du PIB, alors que, par exemple, les entreprises britanniques sont responsables des 2 tiers du PIB? Je chercherai la réponse dans une culture d'entreprise élevée et dans des conditions fiscales favorables à la gestion des sociétés de capitaux. Il convient de rappeler que la première société par action connue à participation internationale fut la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, fondée en 1602. Ce que je dirai maintenant n'est que mon opinion personnelle, mais comparé aux autres Européens mentionnés ici, les Néerlandais semblent aborder les entreprises commerciales internationales davantage sur une base de partenariat. Et il doit toujours s'agir d'une entreprise commune et de tels arrangements ne permettent pas de favoriser une seule famille. Le dernier cas évoqué est celui de l'Indonésie, où 10% du PIB est généré par des entreprises familiales. Le 4e pays au monde en termes de population, environ le 15e au monde en termes de force du PIB. L'industrie et l'extraction de matières premières représentent environ un tiers du PIB. À mon avis, ce facteur pourrait être responsable de la faible part des entreprises familiales dans le PIB indonésien. Ou peut-être que des facteurs culturels jouent un rôle supplémentaire ou plus important, notamment l'influence du comptoir commercial de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales sur la forme actuelle des entreprises indonésiennes? Personnellement, je suis aussi entrepreneur et de mon point de vue, je peux vous dire que presque toutes les entreprises au début sont des entreprises familiales. Les entrepreneurs sont généralement soutenus au début par leur famille immédiate, leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs conjoints. Après cette annotation, nous passerons à la liste des entreprises les plus anciennes du monde. Certains d'entre eux ont encore un caractère familial, d'autres non, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de l'histoire de plus de 1000 ans. 10e place. La monnaie royale. Grande-Bretagne. Année de fondation 886. 1138 ans d'activité. L'entreprise appartient à la famille royale britannique et produit de la monnaie métallique. Vous pouvez voir que cela doit être une entreprise florissante. 9e place. Tanaka IGA Butsugu. Japon. Année de fondation 885. 1139 ans d'activité continue. L'entreprise est dirigée par un représentant de la 70e génération de la famille, Masakazu Tanaka. L'entreprise produit des objets de dévotion bouddhiste. 8e place. Monnaie de Paris. France.
Année de fondation 864. 1160 ans d'activité. L'entreprise fondée par la famille royale française produit depuis toujours des pièces de monnaie. L'entreprise a été nationalisée. 7e place. Staffeltehof. Allemagne. Année de fondation 862. 1162 ans d'activité continue. C'est un vignoble, une distillerie et un hôtel. Il est intéressant de noter que Staffeltehof est également le plus ancien vignoble en activité au monde. L'entreprise a changé de propriétaire, mais est aujourd'hui dirigée par la 7e génération d'une même famille, qui a acheté le vignoble en 1855. 6e place. St. Peter Stiftskulinarium. L'Autriche. Année de fondation 803. 1221 ans d'activité continue. Fondé comme auberge à Salzbourg, c'est aujourd'hui un restaurant prestigieux, portant le titre de plus ancien du monde. 5e place. Janda Shiji Japon. Année de fondation 771. 1253 ans d'activité continue. L'entreprise produit du papier de cérémonie et des emballages cadeaux, notamment pour la cour impériale. 4e place. Shiryokan. Japon. Année de création 718. 1306 ans d'activité continue. Propriété de la 46e génération de la famille Oshi, un hôtel traditionnel de la préfecture d'Ishikawa. 3e place. Koman. Japon. Année de fondation 717. 1307 ans d'activité continue. Propriété de la 46e génération de la famille du fondateur Yugo no Kam, un hôtel traditionnel de la préfecture de Hyogo. La 2e place. Nishiyama Onsankeiinkan. Japon. Année de fondation 705. 1319 ans d'activité continue. Fondé par Fujiwara Maito, membre de la cour impériale. L'hôtel est aujourd'hui considéré comme la plus ancienne entreprise en activité au monde. L'hôtel a été construit à côté de sources chaudes et appartient aujourd'hui à la famille impériale du Japon. Première place. Kongumi. Japon. Année de fondation 578. 1446 ans d'exploitation continue. L'entreprise opère dans le secteur de la construction, spécialisée dans la construction et la restauration d'édifices religieux et historiques. La constitution de la société permettait qu'elle soit dirigée non seulement par les fils des héritiers, mais également par les gendres, ce qui permettait sa continuation en l'absence de descendance mâle. Le dernier président de la 40e génération était Masakazu Kon. En 2066, l'entreprise est rachetée par Takamatsu Construction Group. Vous avez probablement remarqué que les 5 plus anciennes entreprises du monde sont japonaises. Les Japonais sont une nation très conservatrice. Dans le monde, jusqu'à 56% des entreprises de plus de 200 ans sont japonaises. Les entreprises allemandes constituent 15% de ce groupe, les entreprises néerlandaises 4%, les entreprises françaises 3%. Sur la carte, vous pouvez voir les 20 plus anciennes entreprises encore en activité aujourd'hui. Saviez-vous que 4 entreprises françaises encore en activité aujourd'hui figurent également sur la liste des plus anciennes au monde? Outre la menthe mentionnée, il s'agit notamment de 2 vignobles et d'un producteur de cognac. Salutations et je vous encourage à regarder les épisodes restants sur notre chaîne. Je vous invite à commenter ce matériel de manière factuelle.